Non, et Patrick Gasser, bonjour. Donc, nous nous revoyons. Alors, on a eu... oui, mais pas devant les caméras, Patrick Gasser. Nous sommes vierges, vous et moi, de toute rencontre. De toute collusion. Là, tu parles pour toi. Patrick Gasser, on a vu ce matin, en fait, on a fait deux analyses, une double analyse. On a fait une analyse de sciences politiques et d'histoire pour bien comprendre sur quoi s'appuyait notre système de santé et ses évolutions. Et puis, on a eu une conférence très remarquée de Frédéric Bizard, une conférence à orientation économique, mais également avec une vraie réflexion de sciences politiques. Ce qui était important aujourd'hui, c'est avec vous, c'est d'essayer de comprendre quelles sont à la fois sur le terrain ces évolutions, et puis d'entendre, d'écouter et d'entendre un responsable syndical, un responsable professionnel sur les perspectives qu'il voyait, lui, à la crise sociale, ou en tout cas aux grandes mutations qui s'opèrent dans un climat, on ne peut pas l'oublier, qui n'est pas clos d'ailleurs, un climat de plusieurs mois, même années, en réalité de conflit avec les pouvoirs publics. Alors on vous écoute et puis vous introduirez la table ronde que nous aurons par la suite avec plusieurs amis. Merci Pascal. Le sujet est difficile, je dirais. Et crise sociale. Y a-t-il une crise sociale ? Moi, je voulais essayer de reformuler la question, si ça ne vous dérange pas. Et je m'étais mis dans une société en mouvement, quelle est demain la place de la médecine libérale? Et y a-t-il de grands enjeux demain pour la médecine libérale? Alors, au départ, il faut savoir si on partage ce qui a été dit ce matin, surtout par Frédéric, qui a bousculé les esprits, qui bouscule les esprits, dans un contexte bien évidemment historique. Donc j'ai essayé moi aussi de voir ce que nous avions comme ressenti. Et ce que moi, en tant qu'effectivement nouveau président de l'UMSP depuis 1 an et demi environ, je vous rappelle qu'auparavant j'étais président de l'URPS des Pays de Loire et que je partage énormément d'intérêt aux travaux que les unions ont pu faire jusqu'à maintenant et qu'il va falloir demain continuer à soutenir ces travaux dans une politique un peu mutuelle de l'ensemble des URPS, comme le fait aujourd'hui Philippe Boutin en étant le président de la CNURPS. Alors, moi, j'ai essayé de regarder le contexte environnemental. Une crise économique, et on le sait aujourd'hui, on a une montée du chômage de longue durée, qui devient un peu structurelle dans notre pays, une explosion des allocations des minima sociaux, des revenus des plus modestes qui ont diminué, et les inégalités, et vous le savez tous, tout est publié dans ce sens, qui ne se réduisent plus. Vous me direz, il y a une part conjoncturelle probablement, mais très probablement un élément très important qui reste structurel et que nous aurons dans les années à venir et probablement à gérer. Donc, de ce côté social, nous devons continuer, nous aussi, à l'appréhender et à rechercher des modèles pour y répondre. Dans un contexte aussi de contrôle des dépenses, tout le monde l'a dit, on est à 11,3 du PIB. Frédéric a dit on ne pourra pas monter au-dessus, tout le monde dit on ne pourra pas monter au-dessus, on peut peut-être essayer de monter le PIB, comme ça on dépensera moins, et donc on aura une part de PIB peut-être plus importante. Donc c'est peut-être comme ça qu'il faut le voir aussi, peut-être être un peu plus productif à un moment. Je sais qu'on l'est, mais peut-être qu'on doit rechercher de la compétitivité de façon importante. Le deuxième élément, c'est le vieillissement de la population, qui, à mon avis, aujourd'hui ne pose pas franchement de questions. Le baby-boom, et en ce qui concerne vieillissement baby-boom, c'est 2030. Donc on aura cette problématique notamment en 2030. Donc il nous reste encore quelques années pour y réfléchir. Ah, certains disent, je vois hausser de la tête, c'est pas sûr. Mais en tout cas en 2030, ce sera beaucoup plus important qu'aujourd'hui, effectivement,
le côté médico-social des prises en charge sera donc important et nous devons, nous, savoir dans quelle mesure nous rentrons dans cette problématique. Les évolutions sociétales, l'usager évolue. Il évolue, comme nous tous, nous évoluons, et donc les professionnels aussi évoluent. Dans un contexte donc de réponse aux besoins, et aux besoins de plus en plus de la proximité, tout le monde le dit, donc nous devons demain avoir une réflexion territoriale, et dans ce cadre-là, certains y ont déjà réfléchi, ça fait près de 10 ans qu'on y réfléchit. Je vous rappelle que la réflexion sur les maisons et les pôles de santé, ça fait entre 10 à 15 ans, nous y réfléchissons. Pour ma part, j'ai été un de ceux qui a réfléchi avec mes collègues généralistes, puisque vous savez que je suis spécialiste, je suis gastro-entérologue, mais cette problématique, nous l'avions pris à bras-le-corps déjà il y a 15 ans, et ce qui nous a amené à donner quelques pistes de réflexion, notamment sur la structuration méso et pôle de santé, mais nous n'avons pas aujourd'hui répondu à l'aspect économique des choses. Et puis, cette génération, la nouvelle génération, qu'on appelle Y, qui est là, c'est celle qu'on a maintenant, là. Les plus jeunes, ont-ils des aspirations différentes? Tout le monde dit le salariat, on en reparlera un petit peu plus loin. Je ne suis pas sûr que il n'y a que cette vision des choses et qu'une vision du salariat. Puis demain, après-demain, nous aurons la génération Z. Il faut prendre en compte ça aussi. C'est-à-dire que nous, en tant qu'installés et aujourd'hui maîtres de nos propres entreprises, nous devons, pour répondre aux enjeux de demain et à la pérennisation de nos entreprises libérales, d'avoir cette réflexion, comment donner de la visibilité aux plus jeunes. La démographie. Démographie est importante. On parle de l'Europe, mais aujourd'hui, vous savez que de plus en plus, on a une réflexion sur la mondialisation des soins et de la santé. Peut-être que nous devrons y réfléchir. Certains établissements de soins y réfléchissent. Attendez, la PHP y réfléchit. Nous devons, nous, y réfléchir. L'évolution technologique. L'évolution technologique, normalement, nous devrions nous l'approprier. Il faudra nous donner probablement les moyens de nous l'approprier. Et puis, il y a l'évolution technologique pour le grand public. Et ça, le numérique aura un impact majeur. Il l'a déjà. Moi, je me rappelle, il y a 2 ans, ici, j'avais un de mes collègues qui est toujours président d'une URPS, que je vois qui est là, et qui me disait « Attends, j'ai vu une patiente qui est venue ce matin me dire j'ai la gale, il va se reconnaître, j'ai la gale, je sais quel traitement il faut mettre, mais il y a rupture de stock dans les pharmacies. Et donc il faut que vous me donniez ce médicament. » Parce que le médecin lui a dit « Mais pourquoi vous venez me voir alors ?» Eh bien, docteur, c'est simplement parce qu'il me faut une prescription. Donc, c'est vraiment le patient acteur de sa prise en charge. Et vous voyez que l'ensemble... Et comment elle savait tout ça? Parce que lui ne savait pas qu'il y avait rupture du traitement. Eh bien, toutes ces nouvelles technologies font que le patient devient un acteur. Et puis, les politiques. Alors, les politiques. Moi, j'ai toujours des difficultés avec les politiques, mais ça se sait. Ils ont la connaissance d'un seul modèle. Et le modèle, c'est celui qui est très hospitalo-centré. Pourquoi? Parce qu'en plus, la plupart du temps, ils sont les administrateurs de ces établissements. Et il va bien falloir aussi qu'en tant que responsables, ils aient une réflexion d'entreprise et de gestion de la masse salariale. Donc ça, à mon avis, c'est aussi un frein à l'évolution des modèles. Et ça, c'est à nous, en tant que libéral, de leur faire comprendre qu'il va falloir probablement évoluer dans le modèle. Alors, quelles sont les forces en présence? J'ai pris le premier, l'État, qui confond, à mon avis, son rôle
de régulateur et son rôle régalien qu'il a, avec la maîtrise d'œuvre. Je pense qu'il y a trop d'État. Et je pense que c'est le mal de demain. Et c'est le mal d'aujourd'hui. Alors, est-ce que nous arriverons à gérer ça demain? Point d'interrogation. Et je pense que c'est à nous de leur faire comprendre que nous devons, qu'ils doivent nous laisser faire ce que nous pouvons proposer demain à l'ensemble de la population. Car aujourd'hui, on est effectivement dans ce modèle unique. Et on le voit dans la loi de santé. Vous regardez la loi de santé, a priori, elle ne répond pas à nos besoins. Répond-elle aux enjeux de demain? Vous n'avez pas vu ça? Moi, je ne l'ai pas vu. Même sur le premier chapitre, la prévention. Qu'est-ce que c'est pauvre? Quant à l'organisation, quand on vous met le service public hospitalier, si ce n'est pas de l'hospitalocentrisme, les groupements territoriaux hospitaliers, alors là, effectivement, c'est un vrai modèle, qui est un modèle, à mon avis, c'est le business plan de l'hôpital, je l'ai déjà dit. On va structurer le territoire à travers le plan, le business plan de l'hôpital et du groupement territorial. En ce qui concerne le STSP, vous savez, Service territorial de santé publique, que même le président de la République avait eu des difficultés d'ailleurs à comprendre la terminologie. Il l'avait dit lors du premier congrès du CNOM, si vous vous rappelez. Où là, il y a eu un changement, où on voit des communautés territoriales professionnelles de premier et de second recours. On commence peut-être à se dire peut-être que les professionnels pourraient donner des réponses à la structuration. Mais on y voit aussi des transferts de compétences, ce que tout le monde peut accepter. Je crois qu'une profession qui n'évolue pas est une profession qui va mourir à terme. Et quand Frédéric Bizard parle de modèle darwinien, je pense que c'est vrai, oui. Si nous ne faisons rien, nous allons disparaître. Parce qu'il y aura d'autres réponses, parce qu'il y a eu une vraie évolution à la fois des pathologies, et donc nous devons évoluer dans le cadre des prises en charge. Deuxième acteur, c'est l'assurance maladie obligatoire. L'assurance maladie obligatoire qui nous dit aujourd'hui, c'est full, je ne peux pas aller plus loin. Je ne peux plus financer et vous faire des évolutions dans le cadre tarifaire parce que, on est dans le cadre d'une crise, on augmente les dépenses et donc va-t-on chercher un nouvel acteur du financement? Et de façon très pragmatique, je pense que demain, l'assurance complémentaire a sa place. Le problème, c'est de savoir où est sa place. Et non pas obligatoirement comme elle l'entend. En faisant des réseaux de soins. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on l'a vu ce matin, tout le monde est très largement opposé à la mise en place de ces réseaux de soins, les usagers, les professionnels. Donc c'est quelle contractualisation demain pour faire évoluer le métier dans le cadre des nouvelles prises en charge. Puisque tout le monde l'a dit, la prise en charge du soin aigu que l'on avait il y a 30 ans n'est pas celle que l'on a maintenant. On le voit bien dans le cadre des prises en charge et des besoins dans la maladie chronique. Mais on voit des assureurs complémentaires répondre à un besoin. Il y a 3 semaines, la mise en place de téléconsultation, entre guillemets, par une assurance complémentaire. Vous pouvez téléphoner et en plus vous aurez une ordonnance. Attendez, je sais de la médecine low cost, pas low cost, etc. Mais il y a un besoin. Et si ça a été mis en place, c'est que très probablement ça va fonctionner. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, la plateforme, elle reçoit
un grand nombre de coups de téléphone. Donc moi, ce que je dis, d'accord, on met ça en place. Mais il faut que d'autres acteurs, tels que nous puissions le faire aussi, et qu'on nous donne les moyens. Car je pense que c'est à nous de répondre à ce type de demande. Ce n'est pas à l'assureur qui est le financeur, mais plutôt à la profession. Et donc, il y a un acteur qui est là important, qui est le Conseil de l'Ordre. Le Conseil de l'Ordre a toujours... attendez, il est derrière, on ne le voit même pas. Attendez, là, il n'a rien dit. Si, il y a eu une petite communication. Oh. Attendez, aujourd'hui, le pied est dans la porte. Donc soit on y va, soit on n'y va pas. Et je pense que demain, je suis volontairement provocateur. Hein. Donc peut-être que nous devons le faire. En tout cas, je pense qu'il y a une demande d'un côté. Les usagers nous le diront peut-être. Eh bien moi, je réponds à, entre parenthèses, ma clientèle, ma patientèle. Le monde du numérique, qui est le quatrième acteur, vous voyez qu'en fait, on est submergé, nous. Donc nous devons répondre à tout ce monde, le monde du numérique. Le smartphone, qui est toujours connecté, qui en sait plus que vous sur vous-même. Je vous sais combien j'ai fait de pas, je ne savais même pas que c'était connecté, moi. Alors maintenant, ma femme peut le regarder. Elle me dit, ben voilà, t'as pas fait assez de pas. Faut dire rien qu'à me voir, il n'y a pas de problème, elle pouvait le... On peut s'en douter. Et quand elle dit chérie, je vais te faire marcher, qu'est-ce qu'on répond, monsieur le Président? Eh ben, elle y arrive en plus. Je cours, oui, effectivement. Non, ça veut dire que là, on a aussi une vraie place, en sachant que aujourd'hui, des acteurs tels que Google, tels que Facebook, tels que Decathlon sont rentrés dans la santé, que ce sont de gros investisseurs et que cette place-là n'est peut-être pas la leur. Alors là, de ce côté-là, peut-être que nous avons déjà perdu. Peut-être. Mais peut-être pas. Je vous dis que la recherche aujourd'hui sur le génome, les grands acteurs, ce ne sont pas les acteurs publics. On le sait. Ce sont notamment Google. Mais il n'y a pas que. D'accord ? Le monde de la technologie de l'ingénieur. Je vous rappelle quand même que demain, la prise en charge des patients, elle va de plus en plus se protocoliser. Ça ne veut pas dire que le colloque singulier, on va le mettre de côté. C'est pour ça que nous avons probablement notre place. Mais quelle est notre place dans l'ensemble de ce paysage ? Rappelez-vous que pour le Crestor, ça a commencé déjà. Les médecins généralistes remplissent bien des feuilles pour demander si on a... Non mais... Soyez, demain, nous reverrons ce type d'algorithme. Et vous le savez tous. Ces algorithmes sont constitués par qui ? Qui en fait l'analyse ? Ce sont des ingénieurs. C'est le monde des ingénieurs qui rentre dans la santé. Nous devons avoir notre place là. Je les énumère seulement. Je ne fais que des constats. Le monde de la consommation. Michel-Édouard Leclerc. Vous avez vu, il n'a pas été invité ici, mais vous savez qu'il a été invité dans d'autres réunions, qu'il a déclinées d'ailleurs. Mais, très clairement, le monde de la grande distribution viendra. Regardez ces cabines qui vont se mettre en place. Effectivement, ça ne marche pas aujourd'hui. Il y a un rejet. Mais attendez, le monde évolue, la société évolue. Et donc nous devons, nous, évoluer avec. Les usagers. Je dis qu'une petite... Je ne veux pas parler à leur place. Je fais simplement un constat. Moi qui suis aussi un président de CRSA, une commission, donc j'ai pas mal côtoyé les usagers. On vous a mis au centre du système, ça fait combien de temps qu'on vous met au centre du système ? 20 ans ? Peut-être plus, non ?
Ouais, à mon avis, c'est ça. Et vous y êtes toujours pas. Bon, d'accord. Il faudra peut-être, ouais. Il faudra peut-être que là, vous discutiez avec d'autres. D'accord? Parce que moi, je vois aujourd'hui des usagers plutôt discuter avec des assureurs. D'accord? Et pas assez avec le monde médical. Ne pensez pas, à mon avis, que la démocratie sanitaire, comme nous pouvons le voir dans le cadre de la loi de santé, vous amènera plus que vous aviez avant. C'est un leurre, à mon avis. Les syndicats. Je ne peux pas ne pas taper sur les syndicats, quand même. Lesquels? Tous. Tous. Il ne suffit pas de dire... Tous. Il faut taper les syndicats. Alors, il y en a vous voulez que je les énumère? Lisez Robespierre. Allez. Moi, je vais partir. MG France. C'est pour ça que t'es le premier, là. D'accord, tous? Non. Oui. La révolution syndicale qui s'est faite dans les pays nordiques à la fin du 19e siècle, qui a fait qu'ils ont pu construire d'ailleurs. Mais c'est tous les syndicats. Hein. Je parle des syndicats d'ouvriers, d'accord, est un élément qui devient de moins en moins, et des structurations qui deviennent de moins en moins crédibles. Et donc, nous devons, nous aussi, là, avoir une vraie réflexion pour que notre représentation et nos propositions demain soient des propositions partagées par l'ensemble du corps médical. L'université, bien évidemment, a un rôle à jouer majeur, et là, il est profondément en retard avec tout ce que je viens de vous dire. Profondément. Et c'est normal que, compte tenu de cette mise en place en silo, comme d'habitude, tout le monde dit on va transversaliser les choses, personne ne fait, personne ne parle avec personne. Le milieu de l'hôpital ne connaît pas le milieu libéral. Et l'université a bien entendu toute sa responsabilité dans l'ensemble de cette problématique. Alors pour le centrer sur le professionnel, qu'est-ce qu'il ressent aujourd'hui à travers tout ça, le professionnel? Il se sent dévalorisé, et aujourd'hui, très clairement. En ce qui concerne, je vais parler pour les SP, mais je sais que les généralistes, c'est pareil. Je suis désolé, je prends toujours cette vieille dénomination, généraliste et les SP, parce que sinon, si je dis spécialiste d'organes, je trouve que ça fait pas très beau. Donc, et on est vraiment là aujourd'hui en recherche identitaire. Et à mon avis, tous, à l'hôpital et en ville, avec un sentiment d'inégalité. Bien entendu, il y a l'inégalité tarifaire. Elle est là. Il faudra à un moment ou à un autre en parler. Vous savez, quand vous regardez sur l'échelle, ça va de 1 à 25. Et je ne cache rien, je constate. Donc tout cela fait que on doit probablement changer certaines choses pour aller plus loin et que tout le monde tire la barque du même côté. On a parlé de la confiance, mais ça, la confiance, c'est un problème de notre pays. Effectivement, je vous pourrais lire ou relire, puisque avant de venir, je les ai relus, les deux bouquins de Yann Algan et Pierre Cahuc sur la société de la défiance. Hein, c'est merveilleux, vous comprenez pourquoi ça peut pas fonctionner, pourquoi ça marche pas. Donc tout ça fait que quoi? Quand vous avez quelque chose, vous restez figé et vous ne bougez pas. Et vous dites, ça va passer à côté, ça va passer au-dessus, et moi, je pourrais peut-être m'en sortir. Et donc la profession en est là. Alors certains ont bougé, parce qu'ils étaient en plus grande difficulté que d'autres, et plus particulièrement les spécialités médicales. Et dans les spécialités médicales, on voit la médecine générale, mais il y en a d'autres. Il y a la pédiatrie, je les citerai pas tous, l'endocrinologie, la médecine interne. Bon, je pourrais... d'accord? Ce qui fait que aujourd'hui, eh bien, on
en défiance et que on ne veut plus rien et on s'oppose à tout. Alors les plus jeunes, parce qu'on les rencontre aussi, on me dit le salariat. Moi je veux bien le salariat, attendez, à des moments on peut vouloir être salarié et puis vouloir évoluer, c'est peut-être l'évolution. Et rappelez-vous ici, nous avions parlé, il y a 2 ans, vous m'aviez demandé de parler des profils de carrière. Aujourd'hui, les médecins, et particulièrement les médecins libéraux, n'ont pas de profil de carrière. Et c'est pour ça que je dis à un moment, il faut réfléchir sur l'ensemble des professions, mais de la profession de médecin, savoir s'il ne faut pas vraiment évoluer sur le statut. Et c'est pour ça que j'irai dans le même sens que certains, et je l'ai déjà dit, il faut toucher à ces ordonnances Debré. Et ça va être le plus difficile. C'est un grand enjeu. C'est un enjeu pour l'avenir. Alors, pourquoi faire tout ça? Et pourquoi évoluer? Eh bien, parce que nous souhaitons qu'il y ait plus de qualité, plus de sécurité des soins et moins d'inégalité en santé. Inégalité et accessibilité, ça ne veut pas dire essentiellement que l'accessibilité financière. Ça veut dire aussi accessibilité aux mêmes soins. Aux mêmes soins. C'est-à-dire que quand j'ai un cancer, je peux être traité de la même façon ici qu'à Paris, à Villejuif, etc. C'est ça qui est important. C'est qu'il n'y ait pas d'inégalité des prises en charge. Demain, nous devons, nous, prendre en charge cette médecine dite personnalisée, dite des 4P. C'est important aussi. On en parle peu, mais c'est l'avenir demain, cette prise en charge de la population. Et je ne reviendrai pas sur la définition des 4P, puisque Frédéric en a parlé. Et donc, ça veut dire demain aussi, pour nous, ne pas laisser le côté de l'exploration génomique à d'autres. Pour moi, le médecin de demain doit être un médecin qui est rémunéré à sa juste expertise. Mais aussi, il faut qu'il soit, et qu'il soit l'expert. Et que, probablement, à un moment ou à un autre, l'ensemble des spécialités disent non, ce n'est pas à moi de faire ça. Moi, je dois être le recours. Et donc, il faut que d'autres professions, et des professions notamment paramédicales, le fassent à ma place. Peut-être faudra-t-il donc réfléchir à une politique de revenus, tout en sachant que ce terme de politique de revenus n'est peut-être pas le terme totalement adapté. Le médecin de demain doit de toute façon être le chef d'orchestre. Et si nous ne prenons pas à bras-le-corps l'ensemble de ces des éléments que je viens de vous donner, nous ne serons pas les chefs d'orchestre. Et je vous rappelle une phrase simplement de Laurent Alexandre qui dit que demain, les médecins seront les infirmières d'aujourd'hui. Ce n'est pas péjoratif, c'est simplement parce que nous aurons perdu l'expertise et cette expertise sera transférée à d'autres. Bien entendu, pour tout ça, il faut des enveloppes, il faut des financements pour accompagner le changement. Comment accompagner le changement sans financement? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je constate qu'en termes d'hospitalisation, nous avons 2800 hôpitaux en France et qu'en Allemagne, il y en a 1500. Et pourtant, la population est supérieure d'un tiers, me semble-t-il. Donc il y a une révolution de ce côté-là à faire. Une organisation probablement différente, puisque vous savez qu'en Allemagne, il y a ces fameuses VMZ,
VMZ, je crois, c'est ça, ça s'appelle les organisations des maisons de santé, où tout le monde est là. Probablement aussi réfléchir. Aujourd'hui, on a un modèle, c'est marrant, on prend un modèle. Tiens, on a sorti le modèle des maisons et pôles de santé, et puis c'est le bon. Allez hop, c'est le bon. Tout le monde s'enfourne là-dedans. Toutes les ARS y ont été. Allez, on y va. On a des enveloppes, on va les dépenser. On fait tourner les camions. Mais a-t-on évalué ces maisons et pôles de santé? Non. Jamais eu d'évaluation prospective. Et puis, en termes d'efficience, alors il y a des pays qui ont travaillé déjà. Ça, c'est pas nouveau, hein, maisons et pôles de santé. Hein. Il y a d'autres pays qui ont travaillé. Aujourd'hui, en ce qui concerne l'efficience, le lien pour un gain d'efficience, c'est essentiellement le médecin généraliste et le médecin spécialiste. Aujourd'hui, on ne valorise pas ce lien. Le travail en interprofessionnalité, il y a peut-être une discrète amélioration de la qualité, mais pas de l'efficience. Quelques études américaines, et en ce qui concerne une étude suédoise qui montre que, en fait, ça marche bien, mais quand il n'y a que des infirmières dans une maison, avec un médecin qui pilote le tout. Sinon, les autres modèles, ça marche pas. Très clairement, il va falloir que nous donnions les feuilles de route de chacun. Qui fait quoi? Comment on le fait? Faudra-t-il définir un panier de soins, un panier de biens? Peut-être que l'assurance maladie nous en parlera. Donc, globalement, eh bien, nous devons aller vers le changement. Le changement en termes de prise en charge de la population et d'exercice, en termes de financement, peut-être arriver à une plus grande protocolisation des prises en charge et vers une industrialisation, qui n'est pas un gros mot, industrialisation. Il y a 10 ans, l'entreprise médicale libérale était un gros mot. Elle est peut-être encore, mais j'irai plus loin. Ne faut-il pas une industrialisation du soin dans toute sa connotation de qualité? N'oubliez pas que dans le terme d'industrialisation, il y a aussi un terme de qualité. Et pour arriver à ce schéma, je pense que demain, la création et la structuration de l'entreprise médicale libérale est la seule façon pour répondre à cet enjeu. Je vous remercie. Bravo, merci beaucoup.